Bonsoir, je suis honoré d'être parmi vous. Je vais essayer en fait d'être court pour laisser la place à Basma et puis à un petit débat, j'espère, avec le public. Salam m'a demandé de parler un peu de la géostratégie et des enjeux régionaux, internationaux qui pèsent sur la Syrie et sur une possible sortie de crise. En général, quand il s'agit de la Syrie, au moins à partir de l'expérience qu'on vit depuis 2 ans et demi, j'évite la géostratégie parce que je pense que c'est devenu un sport que certains pratiquent pour ne pas se positionner par rapport à ce qui se passe dans le pays, pour parler d'enjeux, pour essayer de dire que c'est très difficile à comprendre, c'est complexe. Il y a l'Arabie saoudite, il y a l'Iran, il y a les États-Unis, le conflit israélo-arabe, la Russie, et souvent le paramètre ou le facteur qu'on ne mentionne pas ou qu'on n'évoque pas, c'est le peuple syrien. Et c'est la Syrie elle-même avec ses frontières. Donc on dépasse les frontières pour aller chercher le pétrole, les intérêts, les conflits, soit pour pousser les gens à ne pas vouloir s'investir politiquement et émotionnellement, soit pour trouver un prétexte pour soutenir le régime syrien en disant que finalement, la question n'est pas une question de révolution, de soulèvement populaire, mais c'est plutôt les conflits de la région, la guerre froide qui de nouveau émerge entre Moscou et Washington, et que les Syriens sont finalement juste les victimes de tout cela, le régime compris. D'ailleurs, l'épisode du massacre chimique qui commence maintenant à tomber dans l'oubli est vraiment une preuve de non seulement comment le real politics ou comment la réalité politique des relations internationales le prend facilement sur l'aspect éthique, mais même il y a eu des images ou des photos juste après ce massacre-là, soit montrant un djihadiste, un psychopathe en fait, décapitant un soldat, ou l'épisode qu'on se rappelle tous de celui qui a mangé une partie d'un foie, pour dire que finalement ils sont tous des barbares, donc ne faisons rien. Des deux camps, on a des gens qui ne souhaitent pas une Syrie qui vit en paix ou en démocratie. Donc une question de banaliser la mort, de banaliser le mal et de ne pas parler de la Syrie elle-même, de ses enjeux, de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mais en même temps, on ne peut pas nier aujourd'hui que par rapport à la Syrie, il y a énormément d'enjeux. C'est vrai que du côté du régime, il y a des alliés. Du côté de l'opposition ou des oppositions, il y a également des alliés. Mais dans un camp, le camp assez facile à le définir, si on parle de la Russie et de l'Iran, il y a une fermeté, il y a un acharnement pour soutenir le régime en place, tandis que de l'autre côté, il y a des hésitations, il y a des considérations différentes, il y a eu une perte de temps qui malheureusement nous pousse aujourd'hui à dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites et que ça va être très difficile de les faire plus tard. Et entre-temps, ce sont les chiffres qui s'accumulaient, des victimes, des déplacés, la destruction et l'arrivée des djihadistes. D'ailleurs, c'était aussi un des sujets qu'on évoquait souvent, même avant leur arrivée en Syrie, même avant une certaine radicalisation dans certains milieux qui ont subi la violence. On parlait de l'alternative et de la montée des islamistes comme étant un frein pour la communauté internationale qui l'empêche d'agir. Finalement, c'était une prophétie autoréalisatrice. Elle le sera encore plus dans un an si rien n'est fait. Donc, moi, je pense, et je ne prétends rien savoir de ce qui va se passer, mais avec le rapport de force actuel, avec ce qui se passe sur le terrain, avec les mêmes hésitations qui continuent du côté des alliés ou de ceux qui s'appellent les amis du peuple syrien face à la fermeté et à l'acharnement de Moscou et de Téhéran, je ne vois pas comment il va y avoir une sortie de crise. C'est extrêmement difficile. Ni le rapport de force qui s'impose va pousser le régime syrien, qui se contente d'ailleurs de Damas, tout en liant à travers Homs le littoral à cette Syrie-là. Il y a certains experts en France qui l'appellent la Syrie utile, donc comme si c'est suffisant que le régime la contrôle pour qu'il reste en place et qu'il négocie après une transition ou un deal politique qu'il pourra imposer. Et il arrive en même temps, grâce à l'aviation, aux missiles Scud qu'il continue de recevoir régulièrement des Iraniens et des Russes, à bombarder les autres régions, à faire pourrir la vie des gens dans les zones libérées. Dans l'autre camp, c'est une fragmentation.
qui se passe, que ce soit au niveau du contrôle territorial, au niveau des forces armées. L'opposition n'arrive pas à présenter un véritable leadership ou une pensée politique. Peut-être Basma va évoquer ce sujet. Donc on est dans un statu quo qui ne fait que rendre la situation encore plus difficile. Et là, on est vraiment dans des complexités. Et l'hésitation occidentale a fait aussi, je ne suis pas pour les facilités dans les accusations ou de dire que l'Occident est responsable, loin de là. Mais ces hésitations-là ont donné aussi à la Russie et à l'Iran la possibilité d'être encore plus ferme, ont donné au régime toujours l'espoir qu'il pourra échapper et qu'il pourra survivre. C'était déjà le cas durant l'ère de Hafez al-Assad. Et ça a été, même avec Bachar al-Assad en 2005-2006, lors de sa sortie du Liban suite aux assassinats. Et il y a une certaine, peut-être, volonté et ambition, et même plus chez le régime actuel, qui a dès le début utilisé le slogan du Assad où on brûle le pays, Assad ou Nahruq al-Balad, de rester en place, de se contenter de Damas, de dire que je suis toujours au pouvoir, d'un certain territoire contrôlé, et de bombarder. Et la logique de la violence dans le bombardement n'est pas seulement communautaire, comme il a été dit, évidemment, mais en plus, il y a un rapport de classe aussi dans les zones qui sont souvent détruites, c'est-à-dire de créer des victimes avec lesquelles il y a moins de sympathie, que ce soit par rapport à certaines classes sociales en Syrie même, ou même par rapport à l'étranger, où on a peu de sympathie avec... je dis on, c'est pas très correct, mais il y a des gens qui ont peu de sympathie avec certaines victimes qui apparaissent dans leur mode de vie assez différents. Et dans ce sens-là, les Syriens payent le prix de la montée du culturalisme dans le monde, du recul des valeurs universelles, non seulement au niveau des gouvernements et des Nations Unies, mais même au niveau des opinions publiques, qui se contentent de certains clichés, qui parfois souhaitent ne pas comprendre ou ne pas voir. Et les débats tournent au surréalisme dans certains cas, quand il y a toujours une volonté de nier la réalité sur le terrain, de se dire mais est-ce qu'ils nous mentent, qui dit que ce sont des vraies victimes, est-ce que c'est vraiment le régime syrien qui a utilisé l'arme chimique? Jusqu'à maintenant, il y a des questions de ce genre. Même si on oublie l'arme chimique, il n'y a que le régime syrien qui a les avions en Syrie et contrôle les aéroports. Donc les dizaines de milliers de victimes suite aux bombardements aériens, suite aux missiles balistiques, suite à l'artillerie lourde, il n'y a pas de possibilité même de poser d'autres hypothèses. Donc on essaye toujours de noyer le poisson dans les enjeux géostratégiques. Mais en même temps, comme je l'ai dit, on ne peut pas nier qu'il y a ces enjeux-là. L'Iran considère que la Syrie aujourd'hui est une ligne de défense importante pour un certain empire qui s'est étendu à travers l'Irak vers la Méditerranée. C'est aussi le pont vers le Liban pour soutenir l'allié libanais, le Hezbollah. Hezbollah est sur la frontière israélienne, donc pour les Iraniens, c'est important de maintenir cet axe-là si jamais les Israéliens attaquent le programme nucléaire. Pour Moscou, après les humiliations subies depuis 1991 avec la première guerre en Irak, puis 1999 avec la guerre contre la Serbie ou en Yougoslavie, puis de nouveau 2003, la guerre d'Irak, puis la guerre de Libye récemment, il y a une certaine volonté russe de montrer qu'ils veulent seuls piloter toute transition possible dans un pays allié, de même que c'est leur dernier marché d'armes dans le Moyen-Orient, après la perte du Yémen, de l'Irak, il y a l'Algérie également. Puis il y a d'autres considérations, la base maritime, la Méditerranée, tandis que de l'autre côté, malgré toutes les théories de complot, ni les Américains considèrent la Syrie une priorité aujourd'hui, ni les Israéliens, que je ne mets pas dans le camp des amis de l'opposition, mais comme étant dans le voisinage, ne voient pas aussi une priorité pour ce que cette situation change tant que la frontière est épargnée de toute menace. Il y a juste la question de l'arme chimique et de certaines armes stratégiques. Et puis les autres acteurs, les monarchies du Golfe ou la Turquie, ont d'autres considérations, d'autres priorités. Et les Syriens qui sont accusés de vouloir l'aide d'États non démocratiques, faisant référence à ces États de monarchie, comme si on leur demande de se rendre au régime syrien, parce que si l'allié n'est pas démocratique, on n'a pas le droit de monter une alliance ou de demander de l'aide. Donc ils sont abandonnés dans ce sens-là. Le seul espoir,
Aujourd'hui, il y a un certain momentum qui s'est créé suite à la résolution onusienne ou à la déclaration présidentielle au niveau des Nations Unies. Il y a des régions en Syrie, par exemple, autour de Damas, qui sont depuis des mois et des mois encerclées, qui n'ont pas de lait, de nourriture, de médicaments. Je parle du camp de Yarmouk à Damas, de la Mardamiyeh, de toute la Ghouta. On peut parler de la ville de Homs, ce qui reste en fait de la ville de Homs, beaucoup d'autres régions. Au moins, s'il n'y a pas une volonté politique pour changer les choses, il peut y avoir des pressions pour qu'il y ait des couloirs humanitaires, des corridors, une certaine intervention à ce niveau-là. Puis, il y a toute la question de Genève 2, je pense que Basma aussi va l'évoquer, mais Genève 2 sans garantie, Genève 2 sans clarté par rapport au président syrien lui-même, qui semble maintenant, si on rend l'arme du crime, on devient légitime. Donc on oublie non seulement les victimes de la Ghouta, mais 150 000 personnes tuées en Syrie et des millions de blessés, de torturés et de déplacés. Rendre une arme qui a été utilisée semble être suffisant dans certains contextes. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Donc comment pouvoir avancer avec tout cela? Je trouve que c'est extrêmement difficile de se prononcer. Seul, je rejoins François Burga, une aide, y compris militaire, à l'opposition. Une opposition, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas, qu'il n'y a que des islamistes, ça va tomber dans les mains des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas. Il y a beaucoup de brigades, beaucoup de forces qui sont capables et qui peuvent faire une différence afin de modifier un peu le rapport de force, de montrer à Moscou et à Téhéran qu'il y a une véritable fermeté et que les choses dans ce cas-là peuvent évoluer. Sinon, malheureusement, on peut se retrouver dans quelques mois ici, compter encore le nombre de victimes, raconter de nouveau le problème et la problématique par rapport à certains facteurs et paramètres incontrôlables, dans tous les cas par nous présents là, et ça continue. Donc, seule une fermeté, seul un soutien de l'opposition sur tous les niveaux, humanitaires comme humanitaire, c'est plutôt le peuple syrien, mais pour l'opposition politique, diplomatique et militaire, pourra peut-être modifier les choses à l'avenir. Je vous remercie.